Pour aborder effectivement un sujet qui me paraît fondamental en matière de développement présent et à venir, c'est l'enjeu de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité. En quoi cette IA constitue une menace, en quoi cette IA constitue un atout considérable pour nous, les forces de sécurité intérieure. Moi, je suis le général Patrick Perrotte, je suis coordonnateur pour l'intelligence artificielle au sein de la Gendarmerie nationale et je suis conseiller IA auprès du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Donc à la fois cette idée de mettre en place une stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la gendarmerie et à la fois comment utiliser cet outil qu'est l'IA dans un espace qui est l'espace cyber avec deux communautés qui sont relativement distinctes l'une de l'autre. Alors, je voudrais commencer mon intervention par un préambule par rapport au contexte international dans lequel on est. Je trouve qu'en ce moment, on vit une époque qui est à la fois formidable, à la fois extrêmement risquée, j'ai pas envie de dire inquiétante, parce qu'il faut rester optimiste, mais où les enjeux sont fondamentaux pour les années à venir. Les enjeux sont fondamentaux pour les États dans les années à venir. Et comme étant un agent de l'État, je suis particulièrement sensible à cette idée, parce que derrière, c'est une question de souveraineté. Quand je dis État, je n'exclus pas, bien entendu, les entreprises, parce que le tissu économique fait partie de notre souveraineté. Alors c'est quoi cette situation de contexte international ? Moi j'illustrerai par la notion de conflictualité. On est dans une situation de conflictualité multiple en ce moment. Conflictualité guerrière, le conflit en Ukraine en témoigne, l'intelligence artificielle, le cyber irrigue cette guerre en Ukraine. C'est assez contrastant, j'étais en Ukraine il y a quelques temps, de voir à la fois la notion de guerre classique, avec des gens qui se battent sur le front, mais tout ce qu'il y a à côté, en matière cyber, en matière d'OSINT, en matière d'intelligence artificielle. En salle de concurrence débute la concurrence Microsoft France et Microsoft Europe. Et celle du général... Non, on n'en parle pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais ? J'étais sur quoi ? D'OSINT en Ukraine. C'est bien de vous écouter. Avec cette intelligence artificielle qui est vraiment utilisée là-bas. Pour le cyber, j'étais avec une start-up il y a quelques temps au campus qui me disait une entreprise française, c'est un théâtre d'expérimentation extraordinaire pour nous. Il y a tout se joue là-bas. Donc c'est vrai que cette conflictualité montre que l'IA, le cyber, rentre dans les conflictualités guerrières. Il y a une personne qui est un peu impliquée dans cette guerre qui en 2017 avait dit celui qui maîtrisera l'IA maîtrisera le monde. C'est Vladimir Poutine. Ben, on voit que 2017-2024, il n'en est pas encore à maîtriser le monde. Mais il y a cette notion de conflictualité guerrière où l'IA et le cyber est présent. Mais il y a d'autres formes de conflictualité. Il y a une vraie conflictualité technologique en ce moment. Il y a un impérialisme technologique. Il y a une conquête de la technologie. On le voit avec DeepSeek qui est sorti récemment. On le voit avec l'élection de Donald Trump. Le paysage va être complètement bouleversé. On est vraiment dans un moment de bascule en ce moment. On doit absolument en avoir conscience, sinon on passera à côté. Cet impérialisme technologique, il n'est pas que sur le software. Il est aussi sur le hardware. Et je ne doute pas qu'en 2025, ce sera une année du hardware. Je vois déjà Nvidia qui travaille sur de nouvelles puces, les puces que Blackwell, pour embarquer encore plus de capacité de calcul, sans doute avec encore plus d'énergie, ça c'est encore un sujet. On a DeepSeek qui est peu consommateur d'énergie a priori, donc on a cette concurrence entre les modèles, une version open source, des versions open weight, plus qu'open source, proposées par les États-Unis. Donc ça c'est un enjeu technologique majeur. Où se situe l'Europe dans ce paysage ? C'est aussi un élément essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ont parfaitement compris les États-Unis et les Chinois, parfaitement compris n'est pas le bon terme. Leur marché, c'est le citoyen lambda. Nous, notre marché, c'est plutôt être très pointu sur des domaines très spécialisés. Je reconnais un visage dans l'assistance qui travaille chez IDEMIA. IDEMIA, c'est un géant du numérique chez nous, dans un domaine assez spécialisé, l'identité numérique. Mais ce n'est pas pour tout le citoyen. Les Américains, les Chinois, ils embarquent tous les citoyens, ce qui fait qu'effectivement, ils ont une surface beaucoup plus importante que nous. Une autre conflictualité, c'est la conflictualité juridique. Et celle-là aussi, elle est importante.
Moi, je travaille et j'ai travaillé beaucoup sur l'AIAC, la réglementation européenne en matière d'intelligence artificielle. Mais quel travail pour essayer de faire accoucher une réglementation en matière d'intelligence artificielle juste pour casser des usages et mettre des risques en face des usages. Il faut prendre conscience que la réglementation doit nous aider. Elle ne doit pas nous contraindre. La réglementation doit accompagner. La réglementation doit faciliter. Ça ne veut pas dire qu'elle doit tout autoriser. La réglementation, elle a cet avantage de fixer le cadre légal dans lequel... Moi je ne vais pas dire que c'est ma doctrine, mais dans mon métier, oui. C'est la réglementation, ce qui me dit ce que j'ai droit et ce que je n'ai pas le droit de faire. Donc elle est essentielle. Par contre, elle ne doit pas m'empêcher de vous protéger. Si j'ai plus les moyens de vous protéger, à un moment, la réglementation, elle est en échec. Elle doit nous aider à vous protéger. Les discussions autour de l'AIAC, elles ont tourné autour de quoi ? Ces classements à haut risque, pas à haut risque, mais pour nous, forces de sécurité intérieure, c'est est-ce qu'on va garder ou créer une asymétrie entre ce que les criminels vont pouvoir faire et ce que nous, forces de sécurité intérieure, on va être capable d'avoir pour protéger contre les criminels. J'aime bien prendre l'exemple de l'arme à feu qu'on a sur le côté, nous autres les gendarmes, tous les jours. Et je pose souvent la question de pourquoi on a une arme à feu. Et on me répond, pour vous défendre. Et j'aime à répondre, non, c'est pour vous défendre. On a une arme à feu pour défendre le citoyen, on n'a pas une arme à feu pour se défendre. Pourquoi ? Parce que parmi les autres citoyens, il y en a qui peuvent avoir une arme à feu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un outil de défense des citoyens, de protection des citoyens. On l'utilise parce qu'on est formé. On l'utilise parce qu'on connaît le cadre légal d'utilisation de l'arme à feu. Il faudrait que ce soit pareil avec l'IA. Aujourd'hui, quasiment toutes nos activités sont classées dans le haut risque, avec un certain nombre de contraintes. Ces contraintes, il va falloir les assumer, ça ne va pas être simple. Un autre enjeu de la réglementation, et là je vais toucher aussi à l'espace cyber, c'est le millefeuille. Aujourd'hui, il y a énormément de réglementation. Il faut s'y retrouver. Alors, ça donne du travail aux juristes, et magistrates dans la salle, donc je sais que le droit est important. Mais il faut qu'on tende vers la simplification de la réglementation. Il faut qu'on tende vers un accompagnement plus aisé de nos entreprises dans la compréhension de cette réglementation. Sinon, on va avoir nos entreprises qui vont partir. La notion de réglementation, elle est déterminante pour les entreprises au niveau de l'innovation. Est-ce qu'on peut encore innover en France et en Europe avec notre réglementation ? Pour nous, forces de sécurité intérieure, elle est importante par rapport à l'asymétrie que j'évoquais. Donc c'est un enjeu essentiel, cette réglementation. Je ne suis surtout pas contre, hein, n'entendez pas ce que je ne vous dis pas, je suis pour cette réglementation, elle est essentielle, mais il faut effectivement qu'on y travaille. Et conflictualité, parce que la Chine a sa réglementation, très protectrice de l'État, en tout cas de la parole de l'État. J'allais dire les États-Unis ont leur réglementation, je dirais plutôt ont leur déréglementation. Parce que vous savez, Donald Trump a rayé par décret tout ce qui avait été fait précédemment, notamment en matière d'IA, sur le sujet. Donc on va être dans une période de déréglementation assez importante. Et donc, dans cet écosystème, c'est assez étonnant de voir dans ces conflictualités multiples à quel point l'IA et le cyber sont importants. L'IA, c'est l'espace, le cyber, c'est l'outil. Hier, j'intervenais dans un autre Cénacle. Il y a, en conclusion de mon propos, je le dis parce que ça ne vient pas de moi, j'ai aimé ce qui a été dit. On a rapporté les propos que je tenais à Christophe Colomb et à Marco Polo. L'un est parti vers la Chine, l'autre est parti vers les États-Unis. Aujourd'hui, dans l'espace cyber, on voit plutôt et de l'IA, on voit plutôt les Américains qui prennent le dessus, les Chinois qui prennent le dessus. Ce serait bien que l'Europe puisse aussi encore organiser un peu la mesure de tout ça et puis puisse aller irriguer les autres nations plutôt que ce soit les autres nations qui viennent chez nous. Je pense que l'exemple était intéressant, même si on s'écarte un peu de l'IA et du cyber. Alors, je voulais faire ce préambule parce que véritablement, je pense que ça pose le contexte dans lequel on est et le poids des responsabilités que nous avons, nous, notre génération. Dans l'utilisation de ces fameux larges modèles de langage, on a une responsabilité. C'est à nous de fixer le cadre.
Et dans le domaine de la sécurité intérieure, dans le domaine de la criminalité, dans le champ cyber, où est l'IA? En fait, l'IA, elle change complètement le profil du criminel. L'IA ne transforme pas la criminalité complètement. On a quelques nouvelles infractions, j'en parlerai, mais on a un changement du profil du criminel. Avant, la technologie la plus sophistiquée, elle appartenait au groupe criminel organisé, le haut du spectre. Ensuite, on a eu l'avènement de quelques geeks qui commettaient des actes criminels, délictuels, qui étaient potentiellement soit embauchés par la CIA, soit par des organisations criminelles. Je fais une petite aparté, si vous voulez rentrer en gendarmerie, ne piratez pas notre site. Venez au bureau de recrutement, c'est plus simple. On avait cette période de geek. Aujourd'hui, en fait, c'est monsieur tout le monde. Parce que l'IA, elle est à disposition de tous. Le criminel peut commettre des faits sans avoir aucune compétence. C'est un peu la criminalité as a service, comme on dit, en fait, à disposition. On peut choisir sa cible, on peut choisir sa source et faire un peu ce que l'on veut avec des dégâts extrêmement conséquents. Changement du forme de la criminalité, du criminel. Accroissement, je voulais parler de l'efficacité après. Accroissement de la surface d'attaque. Pourquoi? Parce que les processus d'automatisation permettent d'accroître considérablement la surface d'attaque. 2025, ça va être aussi l'avènement des large action models, les agents plus ou moins autonomes en matière d'intelligence artificielle, qui là aussi vont démultiplier les attaques. Il va falloir s'y préparer. Accroissement de l'efficacité du criminel. Pourquoi? L'IA réussit quelque chose d'assez fantastique, c'est qu'elle réunit la globalisation et l'individualisation. Elle englobe l'ensemble des données pour dégager un profil et une attaque particulièrement ciblée. C'est l'exemple du spear phishing, vous connaissez le phishing. Le spear phishing, c'est du phishing spécialisé. Tout ce qui relève des faux ordres de virement, on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est quelque chose par l'analyse de l'ingénierie sociale, de très spécialisé. Et on accroît l'efficacité. Les deepfakes, c'est un accroissement de l'efficacité, un accroissement de la vraisemblance de l'arnaque au président. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça fonctionne plutôt bien, et ça ne fera que de s'améliorer. Parce que j'entends dire souvent, oui, on arrive à voir, il y a 6 doigts, on arrive à voir, le regard n'est pas tout... Oui, d'accord, ça ne va faire que de s'améliorer. Et nous, il faut qu'on le prenne en compte aujourd'hui, parce que si on est en retard là-dessus, on risque rapidement d'être dépassé par l'émergence de toutes ces impostures. Alors, concrètement, le type d'infraction qu'on rencontre et qu'on va rencontrer de l'IA dans le champ cyber. La première, elle est, je pense que assez simple à comprendre, c'est l'empoisonnement des données. Un système d'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données. Les corpus d'apprentissage, allez, 70% de toutes vos données, les corpus de validation pour ajuster les paramètres de votre système d'intelligence artificielle et les corpus de tests pour évaluer les performances de votre système. Mais si vous contaminez les corpus d'apprentissage, vous faussez la réponse de votre système. On a testé la génération d'une empreinte digitale pour voir si effectivement il était possible de piéger, je n'ai pas le terme en tête, mais tromper nos experts. La première génération, elle se dit non, c'est un fake. Les dernières générations qu'on a réalisées en empreinte digitale, ça les a trompés. Et ça trompe aussi les systèmes automatiques. Ça veut dire que si on empoisonne notre base de données d'empreintes digitales aujourd'hui, on va avoir du mal à reconnaître les criminels demain. Et cet empoisonnement des données, c'est quelque chose contre laquelle les entreprises vont devoir se prémunir aussi. Ça veut dire un renforcement des protections cyber. Et ça, c'est vraiment le lien qui existe entre les deux, c'est-à-dire l'IA permet de faire plus de choses par rapport aux données, par rapport à vos systèmes d'information. Donc il va falloir renforcer la protection cyber, et le renforcement peut aussi passer par l'IA. On verra comment. Une autre capacité d'attaquer les systèmes d'IA, c'est ce qu'on appelle l'exfiltration des modèles. Globalement,
On parle de boîte noire, boîte blanche. Boîte noire, c'est quand vous avez un modèle d'IA, vous ne connaissez pas comment il fonctionne. En fait, vous allez lui adresser plein de requêtes, vous allez voir comment il répond et vous allez essayer d'avoir une estimation de son fonctionnement. Quand vous avez une estimation de son fonctionnement, ben, si vous savez comment il marche, vous serez capable de le détourner. Et donc là aussi de fausser son interprétation. On a tout ce qui relève des deepfakes, on en a parlé. Les deepfakes en criminalité, il y a plusieurs possibilités. Bien entendu, les faux ordres de virement, vous connaissez l'arnaque au président. Donc je me fais passer pour un chef d'entreprise, j'appelle, on accuse souvent les comptables et les secrétaires, donc je ne sais pas s'il y a un autre service, le service des ressources humaines peut-être, enfin, ils sont peut-être moins en charge de versement d'argent, mais on appelle un service comptable, on fait se passer pour le chef d'entreprise et on demande un transfert de fonds considérable parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, on est dans un degré d'urgence, etc. Et ça fonctionne. C'est assez étonnant, mais ça fonctionne. Pas forcément très bien. À l'origine, c'était une criminalité israélienne, avec une vraie difficulté, une fois que l'arnaque est lancée, de récupérer les fonds, parce qu'il y a des comptes rebonds un peu partout. Et c'est très difficile, avant que ça n'arrive en Israël, de retracer ces comptes rebonds et de récupérer l'argent. Et bien ça, l'intelligence artificielle accroît le niveau de performance de ces faux ordres de virement par une vraisemblance par rapport à la vidéo, une vraisemblance par rapport à l'audio. Et j'ai été surpris récemment, j'intervenais devant des chefs d'entreprise, peut-être que c'est le cas pour nombre d'entre vous, du nombre d'attaques qu'ils reçoivent sous forme de deepfake. Ils en déjouent énormément parce que les deepfakes ne sont pas très très bons. Mais encore une fois, ça ne va faire que croître. Donc ça veut dire que cette capacité d'attaque, elle existe. Et il y a un chiffre noir qui est considérable. Dans le même ordre d'idée, on apprécie tous Brad Pitt, ça a fait un peu la une des médias. Et je trouve que, enfin, il faut parler de ces événements-là, et je trouve que cette femme elle a été courageuse de s'exposer médiatiquement sur le fait d'avoir été arnaquée, parce que quand on voit les deepfakes, on se dit, c'est pas très bien fait. Mais je trouve que c'est courageux de le faire, parce que ça permet de sensibiliser sur cette arnaque à la romance qu'on connaît depuis longtemps. C'est des brouteurs, donc des personnes plutôt en Côte d'Ivoire. Je parlais alors, je stigmatise aucun pays, mais j'essaie de vous donner les points de gravité de ce type de criminalité. C'est plutôt en Côte d'Ivoire. Et puis, ils se font des faux profils, puis ils arrivent à attirer des personnes pour effectivement réclamer de l'argent. Et moi j'ai trouvé intéressant cette affaire-là parce que les deepfakes n'étaient pas tous très, très vraisemblables. Et ça montre que on peut vite se faire avoir si on n'est pas un peu acculturé à tout ça. On est en train de développer avec une start-up et puis l'ENS une sorte de démarche vaccinale contre les deepfakes, c'est-à-dire de vous proposer à tous les citoyens une pluralité de deepfakes et vous allez cocher vrai, faux, etc. On l'a fait en gendarmerie parce qu'on m'a dit non, le gendarme il est plus fort que la machine. Bon, on a fait 100 images, certaines fakes, certaines réelles, et on a regardé si on était plus fort que la machine. La machine, elle met 1 seconde pour traiter les 100 images, l'humain, il met à peu près 20 minutes. La machine, elle a un score de 93-94%. Je reviendrai sur ses performances parce que c'est un peu idéalisé, mais c'est le score qu'on avait eu à ce moment-là. Et l'humain, il est à 52-53%. Ce qui veut dire quand vous arrivez sur l'ordinateur d'une personne soupçonnée, pendant la perquisition, vous récupérez des images fake. La course contre le temps est importante. Si ça dure peu de temps, c'est bien. Si vous n'avez pas toutes les images, c'est pas grave, mais quelques images, ça suffira. Faux ordre de virement, arnaque à la romance, atteinte à la réputation, individuelle comme sociétale. On peut porter atteinte à la réputation d'une entreprise par des deepfakes dans des pays étrangers sans que vous le sachiez. Et ça peut être un enjeu aussi. On peut prendre un haut responsable d'une entreprise, le faire parler, lui faire tenir des propos qu'il n'a jamais tenus, et après, il y a toute une machinerie pour démonter ce qui a été dit. Donc là aussi, l'atteinte à la réputation d'une entreprise est réelle, outre l'atteinte à la réputation individuelle. On a, dans le domaine des deepfakes, pour nous, c'est un vrai enjeu, et là, il y en a beaucoup aussi, c'est tout ce qui est pédopornographie. Parce que le pédophile a besoin de nouvelles images. Donc il crée des deepfakes avec les photos des enfants que vous laissez sur les réseaux. Il récupère les visages, il les met sur des corps nus. Il peut générer des vidéos, il peut faire un peu tout ce qu'il veut parce que lui, il alimente sa base de données.
Ça, c'est un enjeu pour nous. L'autre enjeu pour nous, c'est si l'un d'entre vous, le visage de l'un d'entre vous est mis comme auteur d'actes de pédopornographie dans une vidéo, on va, nous, arriver à 6h, 6h15 chez vous, et on va vous récupérer, vous repasser en garde à vue. C'est bien qu'on ait des outils pour dire non, c'est un fake. Si on n'a pas la capacité à détecter les fakes, eh bien, la garde à vue va durer plus longtemps. Mais quand je parle d'asymétrie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait ces outils-là. Si la loi ne permet pas de les avoir, ben ça va être compliqué. Et dans les délais, je digresse un peu. On a fait un outil de détection des images pédopornographiques qui fonctionne à base avec de l'IA générative, qui est plutôt un outil performant. Maintenant, c'est juridiquement qu'on a des problèmes. Parce que dans les vidéos pédopornographiques, il y a des visages. Donc c'est de la donnée à caractère personnel. Donc on n'a pas droit de l'utiliser, même dans le cadre d'une affaire judiciaire, il faut être conforme au RGPD. Donc on va mettre à peu près 18 mois pour le mettre en conformité. Et après l'AI Act, la réglementation européenne, va nous demander d'être conforme à la réglementation européenne. On va encore mettre 6 mois. Si on met 2-3 ans pour mettre en place les outils d'IA, on est sûr d'arriver après la guerre. Donc ça c'est un enjeu, et je pense que pour les entreprises c'est un enjeu aussi de réglementation, c'est-à-dire qu'il y a la complexité du millefeuille et il y a les délais pour être mis en conformité. Et ça, c'est quelque chose que le législateur, le juriste, doit absolument avoir en tête, d'où l'intérêt d'avoir des scientifiques qui participent à ces échanges. Autre problématique, tout ce qui relève de la désinformation, mais ça on en entend tellement parler que c'est pas, je ne vais pas le détailler, mais c'est très facile aujourd'hui de faire de la désinformation avec des deepfakes, ça arrive régulièrement. Il y a une autre problématique, c'est tout ce qui relève des attaques adverses. Les attaques adverses, c'est quoi? C'est vous optimisez un bruit et vous faites passer un panneau stop ou un panneau à 110 km/h. Nous, avec notre véhicule, on voit le panneau stop. Même si l'ordinateur de mon véhicule autonome dans lequel je suis a été trafiqué, moi je vois toujours le panneau stop. Mais cet ordinateur de mon véhicule autonome où j'ai injecté un bruit optimisé, il voit un panneau 110 km, à 110 km/h, il va accélérer. On n'en est pas encore à nos véhicules tout à fait autonomes, hein, mais ça vous montre la difficulté qu'on a sur la robustesse des systèmes. Il faut absolument que le cyber assure la protection de tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont mis en place dans tous nos objets du quotidien. Un exemple, aujourd'hui, quand vous passez à l'aéroport, moi j'essaye d'aller au plus vite, donc je vais vers le système Paraf qui marche plutôt bien. Vous mettez votre passeport, les portes s'ouvrent et vous passez la frontière. Si vous attaquez le système, vous injectez le bruit, vous êtes un criminel, vous n'avez même plus besoin de changer la photo. Vous passez la photo, il ne vous reconnaîtra pas comme criminel, vous passerez. Le policier qui verrait la photo, s'il vous connaît comme criminel, il vous identifiera comme tel. Le spear phishing, j'en ai parlé, hein, c'est du ciblage par rapport à tout le profil qu'on peut avoir sur vous comme sur votre entreprise. Et maintenant, je vais arriver sur les fameux LLM, large modèle de langage. Ces LLM sont très peu robustes aux attaques cyber. De moins en moins, c'est vrai, mais quand même, ça reste peu robuste. On a fait un hackathon il y a peu de temps. En un week-end, on a craqué nombre de larges modèles de langage. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que quand on leur demande de créer un explosif, les modèles les plus performants nous créent un explosif nous donnent une recette plutôt crédible. Les modèles les moins performants nous mettent une compilation de produits explosifs. Donc globalement, vous en mélangez deux, ça risque de vous sauter à la figure. Mais plus le LLM est performant, plus le fait de le craquer vous donnera un résultat pertinent. Et ça, c'est un vrai enjeu, là aussi, cyber, notamment quand on récupère des LLM de chez Meta, de chez Mistral ou autre, comme modèle de fondation. Je sais pas ce qu'on essaye de faire en gendarmerie actuellement, on essaye d'optimiser notre accueil dans les brigades avec des larges modèles de langage, de façon à ce que le gendarme il ait un assistant. C'est expérimenté, hein, c'est pas encore en place, parce que justement il y a toutes ces questions-là à envisager. On prend un modèle de fondation, un coup ça peut être de l'AMA 2, un coup ça peut être celui d'une autre entité, et puis on fait ce qu'on appelle un RAG ou un fine-tuning. Globalement, c'est quoi? C'est de l'adaptation à vos propres données. Et puis, vous interrogez, et ce système
modèle de fondation plus votre base de données va vous donner une réponse juste par rapport à votre base de données, mais avec les performances du modèle de fondation. Le problème, c'est si le modèle de fondation est vérolé, vous vérolez tout votre système. Donc ça, c'est un enjeu aussi dans l'utilisation des larges modèles de langage qu'on importe, parce qu'on utilise l'AMA 2 de chez Meta, mais il n'est plus du tout connecté à Meta, il est internalisé. Donc on pourrait se dire qu'on est souverain. En fait, on n'est pas forcément souverain, parce qu'il peut être contaminé, et si à un moment Meta ou d'autres décident d'arrêter leur modèle open source, eh bien open weight, parenthèse là-dessus aussi, open source, on n'a pas les sources, on n'a pas les données, on n'a quasiment rien sur les modèles Llama 2 et compagnie. On a juste le modèle avec les poids, parce que le modèle est ajusté, donc c'est ce qu'on a pour le niveau de performance, mais c'est pas non plus de l'open source. Et puis on a les LLM, le web, le dark web, les LLM et les dark LLM. On a FraudGPT, on a WormGPT, je pense que ça n'existe plus d'ailleurs, mais on avait même LoveGPT pour les arnaques à la romance. WormGPT, ça permettait de générer des malwares, générer des virus automatiquement, et donc assez originaux mais performants. Donc, juste à disposition du criminel. Donc ça c'est un enjeu pour nous aussi, c'est comment on va réussir à bloquer ces outils-là ou les détecter. C'est pour nous un enjeu parce que ça va se développer de plus en plus. Et donc on a les VLM, les larges modèles de vision, on a les LLM, larges modèles de langage, et on va avoir les large action models, comme je disais tout à l'heure, qui vont être des agents autonomes. L'illustration, c'est quoi? J'aime bien le prendre dans le domaine du RH. Vous filtrez vos CV avec une intelligence artificielle. Ce qu'on va faire en 2025, c'est il manque des informations dans le CV. L'agent va détecter l'adresse internet, l'adresse mail, pardon, va adresser un mail directement à la personne pour lui demander avec la question ad hoc, est-ce qu'il est possible de compléter telle ou telle partie du CV? La personne va répondre et tout ça se fera automatiquement sans que le gestionnaire des RH le sache. Et ensuite, l'ensemble du dossier lui arrivera. Et puis, il pourra effectivement avoir quelque chose de plus complet. C'est ce qu'on appelle ces agents qui sont de plus en plus autonomes. Donc là aussi, la notion d'autonomie va être quelque chose à gérer par le droit. L'enjeu de l'open source est pour moi un vrai enjeu parce que à la fois c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut faire plein de choses avec l'open source. Moi je suis assez bluffé parce que j'ai fait une thèse sur la reconnaissance de locuteur et l'imposture vocale. Et chaque jour je déprime un peu plus parce que j'ai des apprentis qui font beaucoup mieux que ce que je faisais en thèse en récupérant 2-3 choses en open source et des modèles extrêmement performants. Ils ne comprennent pas tout. Le problème c'est ça, c'est qu'à un moment on comprend plus ce qu'il y a dedans. L'open source, c'est attirant, mais il faut continuer à comprendre ce qu'il y a dedans, parce que sinon, on n'est plus dans la machine. Et puis, potentiellement, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des pièges cyber placés qu'on importe là aussi dans nos systèmes. Donc ça, c'est un enjeu aussi de vérifier tout ce qu'on apporte. Tout ce qui est détournement d'objets connectés. Les objets connectés, on en parle plus, on n'en parle plus. Je pense que ça va revenir avec ces fameux large action models qui vont se développer de plus en plus parce que nos objets connectés auront une forme d'autonomie. Votre réfrigérateur fera les courses. Il ne sera pas simplement là pour vous dire qu'il manque du beurre ou du lait. Il passera directement en commande. Notre monde prendra peut-être un rendez-vous avec notre cardiologue dès lors que quand on fera notre footing, ça montera un peu trop haut. Bref, je pense qu'on va avoir un essor de l'objet connecté. Et cet objet connecté, eh bien, là aussi, il va falloir le protéger parce que la donnée à caractère personnel est pleinement intégrée. Donc si je devais résumer la problématique de l'IA dans le domaine du cyber, c'est une forme de destruction de la confiance, une forme d'obligation de vérifier l'authenticité. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de la criminalistique où l'enjeu, c'était l'identification. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'authentification avant l'identification. Par authentification, j'entends vérification de l'authenticité de ce qu'on a devant les yeux. Et après, potentiellement, on peut identifier un individu ou autre. Mais il y a cet enjeu qui va devenir majeur dans les années à venir. Et effectivement, cette destruction de la confiance, c'est une forme de terrorisme. À un moment, si on peut ne plus avoir confiance en grand-chose, ça va poser quelques difficultés. Alors, c'est quoi l'impact pour nous en termes de sécurité intérieure? Il y a 3 enjeux majeurs. Un enjeu de ressources humaines, c'est-à-dire qu'il faut des personnes qualifiées.
Moi, je suis plutôt de culture IA. Je n'ai pas forcément une culture cyber. Alors, j'aime à le dire parce que des fois, dans mon institution, si on a un ordinateur, on est informaticien. Mais c'est vraiment deux mondes différents. Le monde de l'IA, c'est un monde très ouvert. Le monde du cyber, c'est plutôt un monde assez fermé. Et il faut absolument que ces deux mondes se rencontrent. Actuellement, je suis basé au campus cyber. C'est intéressant parce que je rencontre beaucoup de gens de la communauté cyber et on peut échanger là-dessus. On a créé un groupe, justement, IA et cyber, pour faire fusionner un peu les compétences sur le sujet. Enjeu de ressources humaines, ça veut dire qu'effectivement, il y a cette notion de rassembler les compétences, mais de recrutement de compétences. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes dans des entreprises privées, je ne doute pas que c'est intéressant, mais ceux qui cherchent du travail, venez chez nous, c'est beaucoup plus intéressant. On a du mal à attirer, parce que financièrement, on n'a pas ce que le monde privé peut attirer. Donc c'est vraiment un enjeu en termes de qualité de la ressource qu'on a chez nous, qui est un enjeu majeur pour les années à venir. L'autre enjeu, c'est l'enjeu des infrastructures. Quelles infrastructures on va avoir pour être capable de faire face à cette explosion potentiellement de l'IA dans le champ cyber en matière de délinquance. Les armées ont acheté 1000 GPU. Les GPU, c'est les machines de calcul de type H100 de chez Nvidia, pour essayer de construire leur propre modèle de LLM et en fait avoir une capacité souveraine, une capacité d'autonomie. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Donc, quand est-ce qu'on les aura? C'est un enjeu majeur dans les années à venir. Même si DeepSeek utilise peu de moyens de calcul apparemment, DeepSeek est chinois, ça peut interroger sur l'utilisation, il faudra être prudent sur son utilisation. Mais c'est un enjeu d'avoir nos propres systèmes, parce que sinon, ce qui risque de se passer, moi je suis d'une génération où j'ai vu arriver Internet, donc je peux en parler. En gendarmerie, il y a une époque, pour envoyer une pièce jointe, c'était impossible parce que nos messageries n'acceptaient pas plus de 2 mégas. Donc on passait par les messageries privées pour envoyer des pièces jointes. Le risque aujourd'hui, c'est que nos enquêteurs mettent des procédures judiciaires sous ChatGPT pour avoir une synthèse. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce que ces outils-là, c'est pas juste entre l'outil et vous. C'est vous, Microsoft et la Terre entière, en fait. Donc les données que vous transmettez, vous les transmettez à tout le monde. Donc il y a vraiment un enjeu de sécurité de l'information. Donc cette notion d'infrastructure, pour nous, elle est importante. Au moins qu'on ait des infrastructures minimales pour effectivement pouvoir travailler. Et puis l'enjeu juridique, alors j'en ai un petit peu parlé, mais l'enjeu juridique, il est majeur aussi, parce que si on a cette asymétrie, on ne pourra pas faire face à l'évolution technologique de la délinquance. Je rappelle que la réglementation n'empêche pas la délinquance. Elle qualifie la délinquance. Si on est hors réglementation, on est délinquant. Mais ça ne l'empêche pas. Et le propre du délinquant, c'est d'être hors réglementation. Donc si on veut lutter contre, il va falloir qu'on ait les bons outils. Et puis l'enjeu juridique, c'est vraiment... Enfin, je pense que ce qui se passe outre-Atlantique est majeur, outre les sommes qui sont annoncées. Voilà, cette idée de dérégulation est quand même assez inquiétante, parce qu'on peut avoir une croissance exponentielle des outils qui partiront dans tous les sens, face à une Europe qui régule, et c'est très bien qu'on régule, mais il ne faut pas qu'on soit prisonnier de cette régulation, et surtout qu'on y mette de l'agilité, qu'on permette aux entreprises d'être plus agiles, qu'on permette aux services étatiques qui utilisent de l'IA d'être plus agiles, parce que ça va être majeur dans les années à venir. Alors, ça c'est pour les enjeux, pour la manière dont on travaille. Si je parle des attaques adverses, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir contre les attaques adverses? Encore, il y a des spécialistes, plus spécialistes que moi dans la salle, mais une des choses, c'est de rajouter un peu d'aléatoire dans nos modèles. Pourquoi? Parce que si on rajoute de l'aléatoire, on sera moins sensible à des bruits optimisés. Alors peut-être qu'on aura une légère décroissance de notre niveau de performance globale du système, mais il sera plus robuste. Si je vous dis ça, c'est que ça témoigne de l'importance qu'on a, nous, service de l'État, à se rapprocher des centres de recherche. On ne peut pas travailler tout seul dans notre coin. On a besoin de collaboration, on a besoin de partenariat, parce que sur ces sujets-là, il faut effectivement qu'on avance. On peut en avoir la connaissance. C'est bien quand on s'inscrit dans des projets globaux pour, là aussi, essayer d'aller voir devant. C'est quelque chose qui est souvent discuté chez nous, c'est « ouais, mais on n'est pas là pour faire de la recherche ». Évidemment, on n'est pas là pour faire de la recherche. Mais vous savez, ChatGPT, en fait, c'est des réseaux récurrents de type Transformer qui sont nés en 2017. Ça a explosé le 22 novembre 2022, on me l'a rappelé tout à l'heure, mais ça existait depuis 2017. C'est quelque chose dans le monde de la recherche qu'on voyait venir. Il y avait Bloom, il y avait d'autres larges modèles de langage,
Mais c'est la rencontre avec le citoyen qui en a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Face au deepfake, on a réalisé un outil de détection des deepfakes qui en 2023 marchait très bien, sur les images, sur l'audio et sur le texte. Je dis en 2023, ça marchait très bien, on a même été primé, mais je le dis volontairement comme ça parce que, encore une fois, si on ne continue pas à mettre de la ressource qualifiée pour entretenir le modèle, ben, ça tombe. On ne peut pas avancer à la vitesse d'un OpenAI quand on est au sein de la gendarmerie du ministère de l'Intérieur. On n'a pas les équipes pour ça. Ce qu'on a démontré avec la capacité de cet outil-là, c'est démontrer une capacité à, si on a une affaire judiciaire avec une suspicion de deepfake, on saura comment essayer de l'analyser. Mais là encore, on a besoin de collaboration, on a besoin de travailler en partage, non pas pour expliquer comment on va détecter les deepfakes, mais de travailler sur des projets de recherche le plus en amont possible pour trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, on utilise beaucoup ce qui existe en open source, parce qu'en fonction de l'open source, tous les systèmes n'ont pas le même niveau de performance, mais ça peut être intéressant de fusionner les performances des uns et des autres, et tirer profit de cet open source pour créer notre propre système. Donc c'est sur quoi on se penche aujourd'hui, en essayant d'y intégrer aussi des aspects plus visuels, de reflets dans les lunettes, de luminosité, des ports d'ombre, etc. Donc on a une approche IA avec apprentissage du fake, et puis une approche plus manuelle sur ces problématiques de deepfake. Face au LLM, je crois que face au LLM, l'enjeu il est essentiellement cyber, comme je vous le disais tout à l'heure. Dès lors qu'on prend des modèles de fondation qui viennent de l'extérieur, il faut absolument qu'on les assure, entre guillemets, sur le plan cyber. On me dit souvent, c'est le travail du RSSI. Je pense qu'avec l'IA, le RSSI, il va falloir qu'il monte en compétence sur le domaine de l'IA, ou qu'on associe quelqu'un en IA au RSSI. C'est pas la même chose de faire de l'architecture, du réseau, la sécurité de l'information et de l'IA. Les attaques par l'IA ne relèvent pas simplement de la sécurité d'un réseau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. En matière d'attaque sur les systèmes d'information, aujourd'hui, on a un thésard qui travaille sur la détection des anomalies contextuelles dans les systèmes d'information. L'IA permet ça. C'est-à-dire que quand vous avez un système d'information, dès lors qu'il a un comportement anormal par un usage d'un utilisateur qui est atypique, ça remonte une alerte. Et après, il y a effectivement capacité d'agir dessus. Je dis déjà depuis quelque temps, parce qu'au début de la réglementation sur la AI Act, on s'est presque interdit le mot autonomie. Moi, je crois que ce mot, il faut le regarder en face, parce que l'IA, elle va être autonome. Et dans le champ cyber, elle a besoin d'être autonome, en défensif. C'est-à-dire que si on a des intelligences artificielles qui ne sont pas capables de fermer le système face à une attaque, le temps qu'on se rend compte que c'est une attaque et pas un bug, le temps qu'on appelle la société de sous-traitance qui s'occupe de notre système informatique, qui vient pour un bug et pas pour une attaque, en général, ça met 2-3 jours. Je vous donne cet exemple parce qu'il m'a été donné sur l'attaque des hôpitaux dans le nord de la France, il y a de ça quelques temps. 2-3 jours, toutes les données sont parties. Donc si on a des protections défensives qui bloquent le système, pas forcément qui vont passer à l'offensive, c'est pas le but, mais qui protègent le système, qui remontent des alertes, avec ces agents autonomes qui vont arriver, qui mettent en place un certain nombre d'actions, pourquoi pas. Et je crois qu'il faudra aller vers cette protection des systèmes. Donc voilà un peu le panorama de ce qu'on peut faire en matière de protection par l'IA, des attaques de l'IA sur les systèmes, le panorama de ce qui existe en matière de criminalité de plus en plus sophistiquée par l'intelligence artificielle. Moi, encore une fois, je disais qu'on était dans une époque passionnante. Je pense qu'encore une fois, le défi il est énorme. Le défi il est énorme parce que on ne doit pas se contenter de commenter. Je vais revenir sur Lucie, qui est un de nos larges modèles de langage. Les commentaires ont été assassins, il y a eu des tests, etc. Moi, je préfère saluer le travail qui a été fait, saluer le fait qu'ils vont s'y remettre pour essayer d'améliorer Lucie, plutôt que de dire c'est nul, on est mauvais en France, on n'y arrive pas dans l'open source. Je crois qu'il faut plutôt arrêter de commenter et essayer de faire un maximum. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes engagé dans cette voie-là, hein, j'en doute pas, mais nous, force étatique, il faut qu'on fasse aussi.
et qu'on ne se laisse pas freiner par tous ces commentateurs. Un point qui est essentiel aussi, et chez nous, qui est parfois difficile à comprendre, c'est que l'IA, ce n'est pas le numérique. Quand on développe des projets d'IA, il faut que ce soit des projets agiles, qui auront peut-être une durée de vie de 6 mois, de 1 an. Quand on développe des projets numériques, chez nous, ça prend 3-4 ans. Et c'est une durée courte. Les armées, ça prend 10 ans, 15 ans. J'ai dit qu'ils étaient bons en IA, donc je leur envoie une pique quand même. Mais on ne peut pas s'installer sur des programmes comme ça quand on travaille avec de l'IA. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en place, sinon on ne sera pas à la hauteur du défi. Donc le défi, il reprend les enjeux initiaux. On a un défi technologique devant nous, on a un défi juridique devant nous, on a un défi géopolitique devant nous. On a l'AI Action Summit qui arrive du 6 au 11 février en France. C'est le sommet international sur l'intelligence artificielle. J'espère que ce sera un sommet majeur pour affirmer la position de la France et de l'Europe par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique et par rapport à ce qui se passe en Chine. On est la voie de la responsabilité, et pas la voie de la contrainte, mais vraiment de la responsabilité qui permet l'innovation pour les entreprises, qui permet la capacité à protéger les citoyens pour les forces de sécurité intérieure. Merci à vous. S'il y a des questions. Oui. Je ne sais pas si on a un temps de questions. Il y a quelqu'un de l'organisation? Parce qu'il est 10h40, mais allez-y. C'est une question très technique en IA. Vous parlez d'ajouter de l'aléa dans les modèles, dans les attaques adverses. Et quel type d'aléa vous pensez? De la data augmentation, test time augmentation ou dans les poids carrément? Alors, j'ai envie de dire un peu tout. Je pense que le mieux, c'est dans les poids. La data augmentation, c'est aussi un enjeu pour nous, pour la création de la génération de données synthétiques. Mais je vais dériver si je parle de ça. Mais je pense qu'on est plutôt sur les poids des modèles. Je sais vers qui vous orienter si jamais vous avez besoin d'aller plus en détail sur la question. Mais on est plutôt là-dessus. Oui, essayez sans micro peut-être? Non, avec micro. Bonjour à tous. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Déjà, je me présente, je m'appelle Fiat, comme la voiture, et je suis étudiant en cybersécurité. Et j'étudie à Innov. Tout ce que vous avez dit concernant l'IA, je le comprends parfaitement parce que je l'étudie aussi. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand DeepSeek a fait fureur sur la toile, en fait, je l'ai installé localement sur ma machine et je l'ai testé pour essayer de comprendre le fonctionnement de DeepSeek. Alors moi, j'ai deux questions pour vous. Vous l'avez souligné tout à l'heure dans vos propos, en fait, que en fait, la France devrait pouvoir innover quelque chose pour essayer de se hisser au rang des États-Unis et de la Chine, pour qu'il y ait une sorte de concurrence, si je comprends bien. Puisque en Chine, on a DeepSeek, et aux États-Unis, on a OpenAI et bien d'autres LLM. Mais en France, on n'a pas vraiment quelque chose. Mais la question que moi je voudrais déjà poser, c'est celle-ci. Est-ce que l'État français envisage déjà de construire en fait un endroit public et de pointe comme la Silicon Valley qu'il y a aux États-Unis ou Shenzhen en Chine, en fait, qui va permettre aux citoyens français et non français en fait de s'intéresser plus aux recherches et au développement de l'intelligence artificielle? Ça, c'est ma première question. La deuxième question aussi... Je peux répondre parce qu'il y en a deux déjà dans la première. Est-ce qu'on aura la Silicon Valley? Je ne sais pas, la Silicon Valley, elle a des hauts, elle a des bas aussi. On a en cyber, en Bretagne, on a un pôle cyber qui est très développé, avec un écosystème qui est pas mal. On a le plateau de Saclay avec Palaiso, l'Institut Polytechnique qui est plutôt très bon aussi. On a Sophia Antipolis. On a plusieurs pôles comme ça. Et il y avait deux questions dans votre première question. La deuxième, c'est est-ce qu'on va faire un chat GPT? Bon, on a Mistral, même si Mistral n'est pas complètement français, évidemment. Je crois que ces outils-là de large modèle de langage, d'action, etc., pour le citoyen, en fait, on ne sera pas là-dessus, on sera dépassé parce que notre surface citoyenne n'est pas assez importante. En Chine, ils ont un marché intérieur considérable, ils peuvent développer des outils, ils savent qu'il y aura des preneurs. Les États-Unis, ils y sont depuis un moment. Par contre, ce en quoi je crois, moi, c'est que, et
ces modèles de langage-là ne fonctionnent pas encore très bien sur des tâches très professionnelles, très spécialisées. Et je crois qu'il faut qu'en France, en Europe, on arrive à faire des larges modèles de langage pour des tâches très spécialisées et qui soient performants là-dessus et si possible souverains. Je vais prendre un exemple. Je veux générer un gendarme par une IA Midjourney ou Dali. Elle n'y arrivera pas. Parce qu'elle fera un mélange avec un policier américain, avec je ne sais quoi. Et puis si elle y arrive, l'écusson que j'ai sur le bras, il sera mal représenté. Et les médailles que j'ai là, ce ne sera pas dans le bon ordre. Donc ce qu'il faudrait, par rapport à cet exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ait ces IA-là, ces larges modèles-là, capables de répondre à des enjeux professionnels, que ce soit dans le champ juridique, que ce soit dans le champ des biotechnologies, de la médecine, et qu'on n'utilise pas ces modèles pour monsieur, madame, tout le monde, pour les adapter à des tâches très spécialisées. Votre deuxième question? Troisième? Ok, ma troisième question. La troisième question, j'espère que vous ne la prendrez pas mal, en fait. Ouais. J'ai toujours... Okay. Ouais, okay. Donc, comme je le disais tantôt, je suis étudiant étranger et je viens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et honnêtement, moi, je dis toujours un truc, la France, bien que je n'ai pas encore testé d'autres pays, je trouve que la France reste un pays emblématique. Parce qu'elle a su, en fait m'offrir des opportunités que mon pays actuellement n'a pas pu m'offrir. Ce qui fait en fait que j'ai vraiment en fait envie de pouvoir servir le gouvernement français. Mais le truc est que, en fait, la manière dont le système français est conçu, en fait, empêche nous les étudiants étrangers qui ont vraiment envie de contribuer au développement du pays, en fait, de pouvoir accéder à votre écosystème et de pouvoir faire quelque chose de vraiment concret. Donc j'aimerais savoir si le gouvernement a prévu quelque chose. Je le prends pas mal. De toute façon, j'ai toujours le pouvoir de vous placer en garde à vue si vraiment je le prenais mal. En fait, c'est normal. Si vous êtes étranger pour travailler dans le champ cyber, dans le champ de l'IA, pour travailler sur du cyber offensif, il y aura un certain nombre de tests de confiance à passer. Et c'est normal. Enfin, on peut pas. C'est un enjeu de souveraineté. C'est pas un enjeu de vouloir exclure tel ou tel pays. C'est pas du tout ça. C'est juste un enjeu de souveraineté. Donc, nous, on a des étudiants étrangers. On les fait travailler sur un certain nombre de sujets, mais pas tous les sujets. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On peut le regretter, mais je trouve ça assez logique en réalité. Voilà. J'espère que je ne vous déçois pas. Mais... Merci beaucoup pour votre exposé que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai une question qui est très simple. Pour faire votre métier et pour être le plus au courant, on va dire, de tout ce qui se passe en termes de criminalité et pouvoir agir, il vous faut un maximum de données pour le coup de l'ensemble des citoyens. Si je prends les États-Unis avec OpenAI et tous les GAFA et tout ce qu'ils ont comme données collectées depuis bien longtemps, et avec le système échelon, etc., qu'on avait dit il y a longtemps, et si je prends la Chine avec Huawei, avec les drones DJI, qui ont quand même pas mal d'infos, vidéos, son, images, etc., comment on fait pour, à l'avenir, être capable de prendre une base de données suffisante, critique, pour pouvoir faire fonctionner de l'IA? Et typiquement, est-ce qu'une des pistes ne serait pas d'essayer de développer quelque chose à l'échelon européen, ou est-ce que ça reste un doux rêve que les NISA agissent là-dessus? Alors, évidemment, on travaille à l'échelle européenne. Moi, je suis très connecté avec Europol. Je préside des groupes au niveau de la coopération policière en matière d'Europol. C'est délicat de tout mélanger quand même. Mais on mélange beaucoup d'affaires judiciaires déjà, parce que, notamment dans le champ cyber, c'est extrêmement international. Donc, on partage des données sensibles judiciaires avec les autorisations des magistrats, bien entendu. Tout ça est assez bien cadré et se fait assez bien. Moi, si vous voulez, je vais essayer d'être plus pragmatique que vous encore. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à exploiter juste la donnée qu'on a. Déjà, si on arrive à exploiter la donnée qu'on a, je suis sûr qu'on ferait des choses extraordinaires. Mais la réglementation nous empêche de faire un certain nombre de choses. Encore une fois, dans l'idée de la protection du citoyen, ce qui peut être tout à fait cohérent, mais il y a certaines affaires, des croisements de données. Est-ce que ça doit rester un mot interdit ? Je ne suis pas sûr, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir, parce que, si vous voulez, le côté toujours plus de données, moi j'aimerais bien qu'on arrive à casser cela. On a des algorithmes, on a des chercheurs de haut niveau qui sont capables, je pense, avec moins de données, de trouver des résultats aussi performants. Et les modèles américains
Notamment, eux, c'est le gigantisme. C'est toujours plus de données et je serai encore plus performant parce que j'aurai encore plus de données. Moi, j'aimerais bien qu'on soit moins de données et des algos plus performants et je suis sûr qu'on a la possibilité de le faire. Donc, bien sûr, si on a plus de données, mais moi, objectivement, à un moment, quel droit on a à avoir toutes ces données, quoi. Donc ça, c'est une question à se poser. Moi, toutes vos données ne m'intéressent pas. Si vous êtes pédophile, criminel, vous m'intéressez. Mais vous, en tant que personne, vous ne m'intéressez pas. Voilà, j'ai plus ou moins répondu à la question. Ouais, il y a quelqu'un après moi, donc... Merci en général pour votre présentation. J'avais une petite question en lien avec l'automatisation des attaques. À quelle perspective, à quelle échéance pensez-vous que finalement seuls des outils défensifs automatisés permettront de répondre à des attaques automatisées? Parce que finalement l'humain arrivera assez vite en limite d'exercice, de ce que j'ai compris. Objectivement, j'ai pas vraiment la réponse. Je pense que ça passe. Je pense que technologiquement, on sait le faire. Je ne vais pas dire on saura le faire, je pense qu'on sait le faire. Après, c'est juridiquement. À quel moment on saisit cette notion d'autonomie sur le plan juridique et qu'on autorise effectivement cette gestion autonome de l'IA pour protéger des systèmes. Donc j'ai pas vraiment d'échéance, mais ça c'est un enjeu de la IA. La réglementation européenne en IA, on la présente souvent comme un nouvel RGPD. Ça n'a rien à voir avec le RGPD. La donnée, elle a un caractère personnel ou elle n'est pas. L'IA, c'est constamment évolutif. On parle des agents autonomes là. L'AI Act a mal appréhendé les larges modèles de langage parce qu'ils sont arrivés un peu dans les fins de discussion. On n'a pas trop su comment faire. On voulait réglementer des modèles de fondation. On ne va pas réglementer des mathématiques, quoi. Donc la réglementation était un peu perdue là-dessus. Je pense que l'AI Act, c'est tous les 2-3 ans qu'il va falloir le revoir, quoi. Il est rentré en vigueur au 1er août 2024. On a jusqu'en 2026, globalement, ça va jusqu'en 2030, mais globalement pour se mettre à jour. Mais je pense qu'en 2026, il faudra déjà avoir une revue sur la IA. Bon, je n'ai pas vraiment répondu très précisément aux questions, mais j'étais assez ouvert. Alors, on me dit que c'est fini, sinon ça va plus aller. Merci à vous.